Donc, après la méditation de ce matin, aujourd'hui, oui, voilà, je suis Nelly Kiel. Q-U-I-L. Et ça se dit pas Quill, mais Kiel, mais c'est pas grave. Voilà, donc je suis Nelly Kiel. Le titre, c'est du corps carbone au corps cristal, un chemin vers la conscience et le prana. Voilà. Donc, j'aimerais bien savoir qui a déjà pratiqué au moins un processus pranique ici. Non, pas ici dans ces lieux, mais dans cette salle-là. Voilà. Je vois un petit peu à qui je m'adresse. OK ? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Hein, il n'y a pas de souci. Et donc, j'aimerais bien que vous puissiez, puisqu'il y a quand même eu pas mal de conférences, s'il y a des besoins particuliers, au lieu que ça soit sous forme de questions après, vous puissiez me dire là dès maintenant, si quelqu'un avait dit un besoin particulier, en me disant oh, ben ça n'a pas été abordé, j'aimerais bien vraiment, et j'attends, j'aimerais bien que vous puissiez me le dire, s'il y a quelque chose que vous avez envie de trouver particulièrement. Non ? Vous comprenez ma question là ? On est d'accord. Donc, bon, ben on y va alors avec ce que j'ai, moi, intégré comme... oui ? L'effet de la mastication. L'effet de la mastication. Bon. Ouais. Si ça vient je le ferai, sinon on y reviendra par rapport aux questions. D'accord. Ok. Donc, je suis Nelly Kiel. Bien évidemment, je vais vous dire un petit peu qui je suis et mon parcours. Mais avant, pour qu'on puisse se recentrer, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de choses, de dites, de beaucoup de mouvements jusque-là, je vais vous proposer de fermer les yeux juste 2 secondes pour de nouveau rentrer à l'intérieur de soi. Tu rentres à l'intérieur de toi. Tu rentres directement dans ton cœur cette fois-ci. Les pieds bien posés au sol, la tête reliée au ciel, et tu rentres dans ton corps, et tu rentres dans ton cœur. Ton cœur aimant, ton cœur vibrant, ton cœur lumineux, et tu respires de cet espace du cœur, ce plexus cardiaque. Respire tranquillement, profondément et lentement à partir de ton cœur. Et à chaque inspire, tu peux inspirer la lumière de ce printemps, la lumière de la source, qui s'associe à ta propre lumière. Et à chaque expire, tu expires les doutes, les peurs, les culpabilités et toute autre chose qui peuvent faire du mal au corps, au cœur et à l'esprit. Tu peux les imaginer comme des petits points gris qui s'échappent de ton corps à chaque expiration. Et à chaque inspiration, tu inspires la lumière. Fais cela 2-3 fois. Voilà, tu reviens dans la conscience de cette pièce qui t'entoure, les personnes qui sont là autour de toi. Tu es ici maintenant, en sécurité, en présence, prête à continuer cette journée. Donc, qui je suis ? Donc, Nelly Kiel, psychothérapeute après un événement dont je vais vous parler tout à l'heure, mais avant tout, une chercheuse dans l'âme, une aventurière de la conscience. Déjà toute petite, quand j'avais 2-3 ans, je regardais autour de moi
Et je cherchais la beauté, je cherchais l'amour, je cherchais la paix, et je ne trouvais pas. Et j'étais profondément triste. Je crois que j'ai dû faire ma première déprime, si ce n'est dépression, à ce moment-là, parce que je ne trouvais pas ici, sur cette terre, la beauté et l'amour. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont ressenti ça dans votre vie? Voilà, je savais que je n'étais pas seule. Ça fait bien de ne pas se sentir seule. Et donc, bon an, mal an, j'ai continué ce chemin de vie. Et il y a eu des problèmes de stérilité, il y a eu à l'adolescence quand même aussi des problèmes de boulimie. Ça a commencé par la boulimie ou l'anorexie, je ne sais plus, tiens. Ça a dû commencer par la boulimie, c'est ça, et l'anorexie. Et j'étais toujours en recherche de, de quelque chose de beau, d'une planète et d'une humanité pleine d'amour et de lumière, et je ne trouvais pas. Maintenant, je sais, des années après, que de là où je viens, c'est comme ça. Donc, il y avait une nostalgie, et je ne savais pas comment la nommer, mais maintenant, je sais que c'est ça. Et donc, à 37 ans, je me suis dit, mais j'y arrive pas. J'arrive pas à créer la paix autour de moi en famille. J'arrive pas à m'installer dans ma vie. J'ai tout fait. Le mari, les enfants, la maison. J'ai un chien. L'aquarium magnifique. Et j'y arrive pas, quoi. Ça me va pas, ça. J'ai tout coché, tout comme on m'a dit de faire. Et je suis pas heureuse. Et là, je me suis dit, je peux mourir. Ah, pas de problème, hein. Quelque temps après, cancer du foie. Le cancer de la foie, pour ceux qui savent, hein. Le cancer de la foie, le cancer de la colère rentrée, parce que non, ça se fait pas quand même de sortir sa colère à l'extérieur. Donc, elle était là, à l'intérieur de moi. Le cancer du manque de foi, le manque de la confiance en soi. Et donc, moi qui avais souhaité la mort, et j'avais conscience que c'était un suicide, mais bien enveloppé. Je ne suis pas allée chercher ni la corde, ni quoi d'autre, hein, mais un cancer. Et là, je me suis vraiment sentie mortelle. Et je vais faire court, mais est-ce que c'est bien ça que je veux? Et j'ai commencé à poser des questions. J'aimerais comprendre qu'est-ce qui se passe pour que j'ai un cancer à 37 ans. J'étais dans ma vie bien tracée, là. Je savais déjà depuis quelque temps que j'avais besoin d'un soutien, d'un travail intérieur, mais je ne savais pas par quel bout prendre ça, et l'argent, et la personne, et où, etc. Même si j'avais déjà, avec mes problèmes de stérilité, fait un travail sur moi-même pendant 8 mois, le temps d'une grossesse, où j'allais de ma campagne charentaise jusqu'à Paris une fois par mois. Et là, j'avais vu que j'avais d'abord beaucoup pleuré. Je pleurais d'une séance à une autre, pas d'une séance, pendant toute la séance. Donc beaucoup d'émotions. Et j'avais pris conscience, avec l'aide de la psychanalyste à l'époque, c'était une psychanalyste, que je pleurais quand elle m'a demandé pourquoi je pleurais. Et je me suis rendu compte que je pleurais sur les douleurs de ma mère. Ça avait fait un choc déjà important. Et que j'avais des difficultés à m'imaginer mère alors que j'avais ce désir d'enfant. C'était vraiment très, très mélangé tout ça. Et là, à 37 ans, je pose les questions et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et rien que de poser une question, eh bien, je ne sais pas si ça vous arrive, vous, non pas d'avoir des pensées positives, mais de poser des questions comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux comprendre là? Est-ce que des personnes posent des questions? Vraiment des questions ouvertes, hein? Ok. Donc, quelques personnes, pas beaucoup. Eh bien, ça, c'est déjà un outil extraordinaire et on y reviendra tout à l'heure pour le prana. Parce que poser des questions, la vie ne demande qu'à nous répondre. Et là est venu vers moi un prof de yoga qui venait de là-bas, là, d'Asie,
donc qui était yoga, mais aussi tout un enseignement spirituel qui m'a ouvert d'une manière incroyable. La peinture, la nature, l'arrêt du travail, etc. Et j'ai vécu une formation en psychoneuroimmunologie. Vous savez, ce lien qui existe entre notre mental, nos pensées, nos émotions, notre système immunitaire, bien sûr, et notre corps, évidemment, et nos actions. Tout ça est intimement lié, sauf qu'à l'époque, je ne le savais pas. Donc, j'étais en train de vivre à mes dépens ma manière de penser, qui était pas très bonne pour ma vie, qui amenait des émotions douloureuses. J'y arrive pas, je suis vraiment triste, en colère, non, c'était surtout de la tristesse, un sentiment d'impuissance. Et donc, ça s'installait dans mon système immunitaire jusqu'à s'installer sur mon foie, avec 9 nodules malins. J'ai pris conscience quelque temps après que 9, c'est la fin d'un cycle pour passer à un autre, au 1. Donc, c'était une bonne idée, finalement. Mais voilà. Et donc, poser cette question, et puis après, d'autres questions. Mais qu'est-ce que je peux faire pour guérir ? Au départ, ce n'était pas ma première question. La première, c'était vraiment, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et tout est venu. La formation, comme je vous disais tout de suite, où je me suis engagée, dès 2 mois, je me suis engagée à ça. Cette formation qui me prenait 1 semaine par mois. J'allais à Paris, donc je restais. Mes 2 enfants qui avaient 4 ans et 6 ans, je devais les confier à leur tante. C'était tout un truc quand même. Mais la vie, puisque je n'avais pas écouté avant, eh bien, elle me l'a amené de force. C'est soit de gré, soit de force. Vous avez peut-être expérimenté ça dans vos vies. Hein. Soit on entend le message, ou on ne l'entend pas. C'est chaque fois sur un plateau un peu plus grand. Et ça vient pousser la porte d'une manière à chaque fois un peu plus grande. Donc là, le cancer, là, j'étais quand même obligée de m'arrêter. Alors que j'avais eu des problèmes de gorge, des problèmes d'infection urinaire, d'infection vaginale, de stérilité. Ça faisait quand même beaucoup tout ça. Hein. Mais les médecins à l'époque, ils me disaient, ils soignaient la cause. Et à l'époque, on ne parlait pas trop du lien entre le corps et l'esprit, même pas du tout, quoi. Donc, heureusement, quand j'ai posé les questions, tout est venu parce que nous sommes avec une bibliothèque vivante qui ne demande qu'à nous répondre. Donc, on le reverra après avec le prana, c'est aussi le même process. Et donc, je vous passe les détails parce que je ne voudrais pas passer trop de temps, mais je peux répondre à toutes les questions que vous voulez. Au bout d'1 an de pratique intense, de visualisation, de mon foie qui guérit, je m'étais dit, tiens, puisque je vais faire une visualisation d'auto-guérison, je vais imaginer ici un soleil et mes nodules hépatiques comme des glaçons. Et 3 fois par jour, je faisais fondre mes glaçons en imaginant ce soleil qui venait irradier mes glaçons qui fondaient. Et je visualisais un foie complètement sain, lumineux. Et autre chose, c'est que j'allais connecter à ma sagesse intérieure. Cette sagesse intérieure qu'on a tous à l'intérieur de soi. Est-ce que vous savez qui c'est qu'on a cette sagesse-là ? Qu'on peut appeler notre source intérieure, qu'on peut appeler comme on veut. Qui c'est qu'on a ça à l'intérieur de soi ? Quelques-uns ? Ouais. Moi, j'aime bien savoir un peu, là, comment ça se passe pour vous. Donc là, je ne vous demande pas d'autres mots, mais juste, voilà, un petit peu qu'on voit un petit peu. Donc, à l'intérieur de soi, oui, il y a toute cette sagesse qui est connectée à cette bibliothèque vivante, qui est connectée à cette source d'où nous venons, cette source intérieure, parce que on dit l'extérieur, mais non, elle est là aussi, c'est la même. C'est la même. Donc, il y a tout un temps où on imagine ça à l'extérieur, mais c'est là, là. Donc, 3 fois par jour, matin, midi et soir, le père de mes enfants, avec qui je ne suis plus, parce que ça a fait quand même des gros bouleversements, tout ça, eh bien, me disait, allez, je m'occupe des enfants et va faire ta visualisation. Et donc, il se passait ça.
Et il se passait des choses étranges, parce que quand je demandais est-ce que je vais guérir, ça me disait oui, tu vas guérir, aie confiance, tu vas guérir. Ça me paraissait très étrange, parce que moi qui avais un côté très rationnel, je trouvais ça très étrange, mais c'était pas une voix, c'était une sensation, mais suffisamment fort pour que ça me dise ça. Et quand je demandais, mais qu'est-ce que je dois faire pour guérir? Un grand panneau là. En gros, aimer, manger, jouer. Je me disais, c'est quoi ce truc? Et comme j'ai posé la question, c'est quoi ce truc? J'ai eu la réponse. Évidemment, il suffit de poser la question et la réponse vient. Aimer parce que je ne m'aimais pas suffisamment. Je m'occupais des autres. J'étais assistante sociale à l'époque dans un service d'aide sociale, non pas qu'aide sociale à l'enfance entre autres, mais sur secteur, donc toutes les situations qui se présentaient de la naissance au décès, y compris les enfants, les signalements enfants en difficulté, maltraités, etc. Donc j'y allais, allez hop hop hop. Donc j'ai vraiment connu qu'est-ce que c'est que la vie d'humain sur cette terre. Moi qui venais avec quelque chose d'un peu différent. Et voilà, j'ai connu vraiment et j'ai beaucoup aimé être avec ces personnes. Et donc, aimer, je ne m'aimais pas, je redis ça. Manger, je mangeais très mal. Beaucoup de viande, très peu de légumes, pas de fruits, pas de vivants. La viennoiserie de 11 heures ne me faisait pas peur, y compris les petits bonbons, parce que j'avais un petit coup de mou, donc voilà. Hein. Et après, à midi et demi, j'allais manger mon petit bolino, là. Vous savez, ces petites choses toutes sèches, là, on rajoute de l'eau, là. Ah, mais un truc... Vous voyez, il peut rire, oui. Bon, vous savez quoi? Les saints ont un passé, les voyous ont un futur. Donc, j'ai fait ma voyeuse, là. Et donc, forcément, au niveau alimentaire, c'était vraiment très, très, très nul. Il a fallu que j'expérimente. Donc, aimer, manger et jouer. Parce que ma vie était vraiment très sérieuse. Je voulais être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne fille aussi, tant qu'à faire, hein, une bonne professionnelle. Eh bien, ça ne marche pas de vouloir être parfait. Est-ce que ça marche pour vous de vouloir être parfait? Hein? Non? Bon, d'accord. Eh bien voilà, j'ai joué cette carte-là, droit dans le mur, parce que ça ne fonctionne pas. Et donc, j'ai commencé à inverser ce process-là et à aller voir comment je pouvais m'aimer, comment je pouvais me nourrir autrement et comment je pouvais, jouer, oui, c'est ça, comment je pouvais mettre de la vie. Donc, m'aimer, j'ai vraiment fait un travail sur moi-même, en psychanalyse, en psychoneuroimmunologie, avec un travail vraiment sur soi, sur nos blessures, sur ce qui m'empêche d'être moi-même. Et jouer, mettre de la joie, c'est-à-dire j'ai fait du clown, de la danse, de la nature, enfin bref, tout ce qu'on peut faire et on peut en rajouter bien d'autres. Et là, mais waouh, j'étais en super forme. Je retrouvais de la confiance, je retrouvais de la joie. Et au niveau de l'alimentation, j'ai supprimé la viande, j'ai supprimé les laitages. Et du coup, oui, j'avais faim pour des légumes, pour des fruits. Et ça m'amenait vraiment une super forme. Donc voilà un petit peu le parcours. Sauf que la vie, eh bien, quand on fait un parcours, elle amène des cadeaux quand même. Et ça a été quoi le cadeau pour moi? Eh bien, ça a été une guérison spontanée. D'abord, le médecin à Bordeaux puis à Paris, tous les deux m'ont proposé une transplantation hépatique. Et moi, j'ai dit non. Je ne sens pas ce que vous me proposez là. C'est vrai que j'ai été aidée par une médium que mes parents avaient consultée qui leur avait dit « ce sera une guérison spirituelle ». Alors moi, j'étais loin de ça. Et j'en voulais à mes parents parce qu'une médium, mais vous vous rendez compte, c'est tordu ce truc-là. Bon, j'ai changé d'avis depuis quand même. Moi-même, voilà, j'ai des choses qui me traversent. Mais à l'époque, j'étais vraiment dans le noir, quoi. Donc, ils me disent ça et j'étais en colère après eux. N'empêche que c'était une petite graine, là. Et cette petite graine, quand j'ai senti que j'avais pas envie d'être opérée parce que je me suis dit, je vais être dans une bulle pendant des semaines, voire des mois, voilà. Et j'ai 2 enfants en bas âge, j'ai un chien, vous voyez un peu mes motivations. Et je vais plus pouvoir être en contact ni avec mon mari, etc. C'était ça. Et donc, j'ai refusé. Et j'ai eu la chance d'avoir un professeur parisien qui m'a
mis la main sur l'épaule et qui m'a dit « Ok, d'accord, vous êtes en forme là, on a diagnostiqué ça, mais vous êtes en forme. Et ok, mais quand ce sera saturé, votre foie, eh bien, ce sera une transplantation hépatique. » Parce que pour lui, c'était pas possible autrement. À un moment donné, ce serait une transplantation hépatique. Et donc, il était d'accord. Et j'ai dit, super, ça me laisse du temps pour faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire cette formation en psychoneuroimmunologie, mais surtout ce travail sur moi-même. Et ce travail sur moi-même, c'était aussi trouver les mots qui me donnaient envie de rester sur Terre. Parce que rappelez-vous que j'avais eu envie de partir quand même. En partir parce que la vie n'était pas si drôle que ça sur cette Terre. Avec des conflits, avec cette difficulté à pouvoir créer la paix dont j'avais tant besoin. Et là, ça m'a donné le temps de pouvoir, comment dire, inverser ce processus-là. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'1 an, au moment où je vais sur Paris pour faire un bilan, parce que je faisais quand même les bilans échographiques tous les 3 mois, tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans, et bien au bout d'1 an, je me disais dans le train, de toute façon, quoi qu'il arrive maintenant, même si mes nodules grossissent, eh bien, c'est OK. Même si je meurs, même si là, je ne voulais plus mourir, je me disais, même si je meurs, c'est OK, j'accepte. J'étais dans l'acceptation. Et c'est à ce moment-là que l'échographiste, qui faisait que des foies, donc très spécialisé, me dit, c'est étrange, vos nodules régressent. Et pour moi, ce n'était pas étrange parce que j'avais lu Guérir envers et contre tout, j'étais enseignée sur ça et pour moi, c'était waouh, ça marche. Et donc, intérieurement, je lui ai dit, cause toujours, moi je crois en ce que je fais, j'y crois et je veux continuer. Et là, ce qui s'est passé à l'intérieur de moi, j'ai une petite voix qui m'a dit, tu vas accompagner les autres, les malades. Ah non, 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 l'autre voix disait, non, 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 tu peux pas, ça, t'es pas capable. L'autre disait, si, si, tu vas faire. Non, 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 t'es pas capable. Voilà, vous voyez un peu le genre, comme on peut tous faire, hein. Vous connaissez ça, vous aussi. Et j'ai laissé faire. J'ai continué la formation et un jour, j'ai eu vraiment envie d'accompagner les autres parce que je voyais chez le médecin que les malades n'étaient pas accompagnés à se faire confiance, à faire confiance à leur corps. Et je me suis dit, waouh, vous vous rendez compte? Le médecin qui dit à quelqu'un dont il voit que les nodules régressent, qui lui dit, comme il m'a dit, non, j'ai pas vu de ces choses-là jusque-là. Puis après, au bout d'un moment, il me dit, j'ai vu des rémissions pour 1 année ou 2. Vous imaginez que si je l'avais cru, je me programmais pour mourir d'ici 1 année ou 2. Sauf que j'étais accompagnée et que je me suis dit, cause toujours, j'y crois. Et c'est là où vient la foi, la confiance et l'espoir. Et je sais que certaines personnes, certains professionnels sont contre l'espoir parce que ça peut faire naître du faux espoir. Mais pétard, s'il n'y a plus d'espoir, c'est comme l'histoire de Pince-Smith, Pince-moi qui sont dans un bateau. Pince-moi tombe à l'eau, il reste Pince-moi. Et bien là, il ne reste plus que le désespoir. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Il vaut mieux avoir de l'espoir, même si à un moment donné, on arrive à une échéance qui peut être la mort ou qui peut être une non-réussite du projet. Mais l'espoir donne envie d'avancer. S'il n'y a pas d'espoir, je n'ai pas envie de me lever le matin. Qu'est-ce qui peut me donner envie de me lever le matin? L'espoir, la confiance, la foi, qui pour moi n'est pas forcément une foi religieuse, mais une foi en la vie qui donne du punch, quoi. Et depuis, je l'ai cette foi en la vie, je l'ai cette confiance en moi, je l'ai cet espoir. Mais à l'époque, je ne l'avais pas. Donc je dis tout ça parce que le pranique, la nourriture pranique, le prana, c'est tout un cheminement. Ça ne vient pas comme ça un jour, allez, je sors de ma boucherie, oh bah tiens, j'ai entendu parler du prana, et bah tiens, je vais faire du prana, tiens, oh, quelle belle idée. Non, c'est tout un cheminement, enfin en tout cas pour moi c'était tout un cheminement. Et donc, je me suis installée en tant que psychothérapeute pour accompagner les personnes avec les outils avec lesquels j'ai été formée. J'ai vu des tas de petits miracles. C'était magnifique. Je dis c'était parce que j'en fais moins maintenant d'accompagnement, mais j'accompagne toujours en individuel et en groupe.
en présentiel et à distance, téléphone ou Zoom, etc. Donc voilà, j'ai adoré. Et j'ai fait ça pendant 18 ans. Mais vraiment à fond, à fond, à fond. J'ai adoré. Et un jour, j'en peux plus. Là, de nouveau, je me suis plus occupée de moi et j'en peux plus. J'étais au bord du burn-out, là. Rebelote. C'est beau, hein, d'enseigner et d'accompagner les autres, mais au bout d'un moment, voilà. Et pour en revenir au nodule, j'avais le plus gros nodule qui était au centre du foie. Et j'ai été dit, celui-ci, il va pas partir tout de suite parce que c'est celui qui est au centre. Il va pas guérir tout de suite parce que j'ai besoin que de ne pas guérir tout de suite pour que je continue ce chemin-là. Sinon, je sens que j'aurais baissé les bras et que j'aurais peut-être pas continué ce chemin. Il y avait une petite pression là des nodules et donc c'est ça qui m'a permis de rester engagée. L'engagement. Est-ce que ça vous parle, l'engagement? Eh bien, pour moi, c'est super important. Si on veut guérir, si on veut aller dans une direction, même au niveau du prana, dans mes enseignements praniques, quand j'accompagne, dans ma première vidéo, je pense que oui, c'est la première, il y a l'engagement, le choix, la décision. Je m'engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour me nourrir de lumière, pour me nourrir de prana. Et à l'époque, c'était je m'engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour guérir. Et pourquoi pour guérir? Pourquoi guérir? Pour voir grandir mes enfants et parce qu'ils ont besoin de moi. Pourquoi le prana? Parce que si je suis en prana, je vais monter mes vibrations. Ou parce que si je maintiens en prana, c'est parce que mes vibrations sont hautes et que je vais ainsi participer à la paix et à l'amour en moi et sur cette planète. Pour moi, la planète et l'évolution de notre humanité est hyper importante. Sinon, moi, je repars. Si c'est pour mon petit moi, pour moi, ça ne me suffit pas. J'ai besoin de cette motivation de participer à l'évolution de notre humanité ici. Maintenant, je sais que je suis venue pour ça, ça a du sens, ça me donne envie de rester là. Et donc, là, ça m'amène de la joie. Sinon, si je ne sais pas pourquoi je suis là, je suis un peu comme un ballon de baudruche, là. Et il n'y a pas de sens. Et sans sens, j'ai envie de mourir. Et comment dire, le but idéal, comment dire, je trouve pas le terme. Bref, c'est pas grave. Le but idéal qui me donne envie de rester sur Terre, à l'époque, je l'avais choisi, c'était co-créer un monde d'humanité par la paix, l'amour et la joie. J'ai rajouté la conscience après. Parce que à partir du moment où on sait ce qui nous donne envie de rester sur Terre, ben on va aller dans cette direction. Toutes les portes qui vont s'ouvrir, qui vont dans cette direction, on va pouvoir les ouvrir. Si on ne sait pas, on est flottant. Puis l'un va nous pousser là, l'autre va nous pousser là. Et waouh, à un moment donné, il n'y a plus de sens. En tout cas, pour moi, c'était cette expérience-là. Et je vais regarder là mes petites notes parce que je ne veux pas me perdre et je vais vous donner plein d'infos. Là, si je vous ai dit tout ça, c'est pour vous dire que, une fois de plus, je ne suis pas arrivée au prana par hasard. C'est tout un chemin de conscience, tout un chemin de mais qu'est-ce que je viens faire sur Terre? Comment je peux me libérer de mes blessures? Parce que ce que je me suis rendu compte, c'est qu'effectivement, tout ce qui me mettait malheureuse, c'était ces blessures d'incarnation. J'arrive sur Terre, je me sens écrasée. Donc, cette blessure de rejet de la source. Mais pourquoi on m'a envoyé là? Mais pourquoi je suis là? Je me sens abandonnée, je me sens seule ici. Je me sens trahie. Et puis après, je me sens même persécutée, je me sens humiliée de vivre cette vie-là. Et puis c'est injuste. Pourquoi il y a tant de guerres? Pourquoi il y a tant de... C'est injuste. Vous connaissez un peu toutes ces blessures-là, ces blessures d'incarnation qui peuvent donner envie de repartir si on ne les soigne pas. Et ce sont ces blessures aussi qui font que nous ressentons de la peur, de l'humiliation, de la colère.
Et c'est là on peut mettre la photo 1. Allez, hop, hop, hop. Merci. Et ce sont ces blessures-là qui font que nous avons envie de nous ruer sur la nourriture parce que ça remplit une. Télosol. T-E-T-E-L-O-S-O-L. Pardon? Ouais. Vous n'irez pas me voler mon portable. Télosol, c'est parce que c'est Télos, le centre de la Terre, et Sol, le soleil. Voilà. Reliance tertielle. T-E-L-O-S-O-L. T-O, hein? O. L-O-S-O-L. Pardon? Non, mais pas là, là. Tu l'enlèves là. Bon, quoique. O-L. Ah non. Eh non, eh non, eh non. Télosol, ça marche pas. T-E, télosol, oui. Donc, il s'agissait. Donc, c'est la première image. Yes. J'ai compris quand même que ces blessures d'incarnation, si on ne les guérit pas, on reste au ras du sol. On a beau vouloir chercher la lumière, elle n'est pas là. Vous imaginez la chenille? Boum, 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 boum. Elle est au sol. Elle rampe. Elle mange. Qu'est-ce qu'elle mange? Elle mange des feuilles. Et la chenille, vous avez vu comme elle mange? Elle mange, 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 elle mange. Elle ne s'arrête pas de manger. Elle fait des trous partout. Elle mange, elle détruit tout. Et quand elle se transforme, qu'est-ce qu'elle devient, la chenille? Un papillon. Et le papillon, vous avez vu comme c'est léger? C'est léger. Et comment ça se nourrit? Ça se nourrit de légèreté, ça butine, ça n'a plus besoin d'avaler du solide. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette transmutation, cette sortie de ce cocon qui enferme, qui est très solide, pour arriver à ce papillon très léger. Yes. Yes. Ça va se faire en devinant un petit peu. L'humain en évolution, ce schéma de Martine Dussart, en fait, il nous montre bien comment nous arrivons en incarnation là en bas. Et nous arrivons avec la peur d'apparaître, la peur de disparaître lors de notre naissance. Et tout de suite, il y a les blessures d'abandon, de trahison là-bas, là. Persécution, humiliation, merci. Persécution, humiliation, injustice, rejet, là. Voilà. Donc ça, ce sont les blessures. Vous voyez que c'est bien gris. Vous voyez bien suffisamment là ou pas? C'est pas la peine que je détaille alors. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Bon, bref. Je peux l'expliquer. Voilà. C'est ça. Donc là, on voit quand même, vous apercevez pour ceux qui le peuvent, c'est très gris, c'est très sombre parce que ça prend au cœur, quoi. Hein, c'est difficile. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, de cet étage-là, on va prendre cette petite échelle grise, noire. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va se transformer en jeu de pouvoir, de victime, de bourreau, de sauveur et d'indifférent. N'oublions pas le quatrième mousquetaire qui est l'indifférent quand même. Hein. Souvent, on parle du triangle de Karpman, les trois, victime, bourreau, sauveur. Mais il y a le quatrième mousquetaire qui est l'indifférent. Et donc là, les émotions, elles sont à leur maximum. Le bourreau, il va être celui qui est plus agressif, plus dans le corps, plus dans... celui qu'on appelle le bourreau, ça va être la colère. Celui qui est avec... ce schéma de victime, ça va être plus la tristesse, vous savez. Rien ne va. De toute façon, mes enfants, mon mari, puis même mon lave-linge, il est en panne, donc ça va pas du tout. Vous voyez, il y a ça. La blessure d'humiliation, persécution et injustice, ça va être plutôt le marchandage. On va marchander avec la vie.
Et donc, il reste le quatrième, qui est la blessure de rejet. Et là, cette personne, elle est sans émotion. Autant les autres ont des émotions que la blessure de rejet, c'est sans émotion. C'est vraiment, je suis tellement en état de choc qu'à l'intérieur de moi, c'est le déni des émotions. Et pour le sauveur, si je voulais rajouter une chose, il est en marchandage, le sauveur, parce qu'il se sent très coupable d'avoir été persécuté, d'avoir été humilié, d'avoir été persécuté, ouais, c'est pas grave, et l'injustice, voilà, c'est ça. Donc, il va être dans la culpabilité. Et c'est... Sinon, on laisse tomber. Et... voilà, donc nos émotions vont nous transformer en jeu de pouvoir. Et nous pouvons rester toute notre vie, jusqu'à 90 ans, avec ce fonctionnement-là et ne pas voir du tout autre chose. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça parle à quelques-uns? Ok, donc je peux continuer. Et donc, on peut rester là parce que c'est l'étape de l'inconscience. L'inconscience, elle nous amène à faire ce jeu entre nos émotions, nos jeux de pouvoir, et on va surtout mettre la responsabilité à l'extérieur, où on va attaquer l'extérieur. Mais moi, non, moi je suis victime, ou je suis bourreau, parce que j'ai raison d'être bourreau, ou je veux sauver le monde, mais je ne m'occupe pas de moi. Le sauveur, à ce stade-là, eh bien, il ne va pas s'occuper de lui. Il va aller sauver les autres, mais les blessures restent là. Je ne sais pas si ça vous parle. Et l'indifférent, avec son déni des émotions, c'est tellement fort qu'il va aller apprendre l'archéologie, apprendre sur les planètes, apprendre les dinosaures. Au lieu d'aller voir ce qui se passe dans son cœur et dans ses émotions, il va aller apprendre. Et il est intarissable sur un sujet ou un autre. Vous savez, c'est la personne qui va vous parler, et vous vous ennuyez parce qu'il n'a pas vu ou elle n'a pas vu que vous êtes fatigué, quoi. C'est un jeu de pouvoir, comme les autres. Il n'y en a pas un qui est mieux que les autres. Hein. Et vous en avez tous un, de toute façon. Tous. On vient sur Terre avec ça. Et on doit se débrouiller avec ça. Donc, voilà. Sauf qu'un jour, certains disent « mais moi, j'en ai marre de ça. Il n'y a pas autre chose ?» Juste poser la question « Est-ce qu'il n'y a pas autre chose ?» Eh bien, c'est là que la vie répond « Oui, il y a autre chose. » Et il y a une petite échelle, non plus l'échelle qui est là, c'est plus l'échelle, mais c'est un ascenseur lumineux. Pourquoi? Parce que là, on arrive à la conscience, on commence à faire un travail sur soi, de psychothérapie, de coaching, de yoga, de qigong, on s'intéresse à une autre alimentation, par exemple. Enfin, tout ce qui va nous faire... Tiens, en fait, ça peut être différent de ce qu'on m'a enseigné, de ce que mes parents, de ce que mes enseignants m'ont enseigné. Mais oui, puis ça m'amène de la joie, puis j'ai encore en plus envie d'aller voir. Là, ça commence à bouger dans le corps, dans l'esprit, dans les émotions. Et donc, c'est là où, la bonne nouvelle, nous allons à l'autre étage, c'est l'étage de la conscience, alors que là, en bas, c'était les réactions et l'ignorance. Et dans cet état de conscience, eh bien là, on va tout simplement aller explorer l'autre côté de la pièce du bourreau, qui va lui être plutôt en affirmation de soi, en détermination, qui va pouvoir poser ses limites dans sa puissance, mais pas aller rentrer dedans, là, comme on voit parfois, vous savez, c'est des réactions fortes, de colère. La personne qui a vécu ce sentiment d'abandon, et ça peut être dans des situations légères, comme un enfant qu'on ne va pas chercher à l'école à l'heure et qui se sent d'un seul coup abandonné, papa m'a abandonné, maman m'a abandonné, ça s'inscrit. Donc de toute façon, quoi que fassent les parents, il faut vivre des choses et ça s'inscrit dans les corps et dans les esprits.
Donc là, ce sentiment d'abandon qui va me faire transformer en victime, d'être la pauvre victime, le pauvre Calimero à qui il arrive que des misères et on va aller trouver la bonne copine pour aller exprimer ses misères. J'ai été là-dedans aussi, donc pour ça je me moque pas. Ah non, je me moque pas parce que sans le savoir, j'ai expérimenté ça aussi. Et bien là, la victime, l'autre côté de la pièce, elle va pouvoir voir sa propre responsabilité dans ce schéma. Elle va pouvoir aussi demander de l'aide et se mettre dans son cœur. Après, la personne qui vit le schéma de persécution, d'humiliation et d'injustice, alors qu'elle est dans la culpabilité et ça la transforme en sauveur, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle prend enfin conscience dans le travail sur elle que chacun a ses solutions. Chacun a des possibilités. Elle va pouvoir faire confiance aux autres. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle va pouvoir s'occuper d'elle au lieu d'aller s'occuper des autres. Ou alors, elle peut rester encore dans des métiers de relations d'aide, mais en conscience, pas en voulant changer l'autre sans qu'il ait demandé. C'est super important de pouvoir aider l'autre parce qu'il le demande et de ne pas aller au-delà. Et il ne reste plus que le 4e mousquetaire, qui est celui qui est dans le déni des émotions et qui est dans le... Comment j'ai dit tout à l'heure? Dans l'indifférent. Ah, il y en a qui suivent, hein? Super. Donc l'indifférent qui est en retrait, vous savez, dans les groupes, ce sont ceux qui sont en retrait, qui ne vont pas beaucoup s'impliquer. Et quand on s'approche d'eux, c'est comme si on allait dans leur bulle. Eh bien là, l'indifférent va enfin pouvoir parler au je. Il va pouvoir parler de ses émotions. Il va avoir accès à ses émotions parce qu'il aura travaillé sur lui. Il aura travaillé sur ses émotions, justement, sur son histoire personnelle et sur son corps aussi. Parce que là, avant, son corps, il n'existe pas. Moi, je faisais partie de ceux-là aussi, surtout, principalement. Donc, mon corps, il était là. Mais en dessous, ça n'existait pas. Donc, avec le yoga, avec le clown, avec le travail psychothérapeutique, etc., waouh, j'ai commencé à habiter la maison. Et on verra tout à l'heure la maison de l'être. Donc là, on voit que ici, à cet étage-là, ce sont des flèches entre victimes, bourreaux, sauveurs, indifférents. Dans ces jeux de pouvoir, ce sont des flèches entre les uns et les autres. Parce qu'on va aller chercher notre énergie chez l'autre. Le bourreau qui agresse sa victime, il est super content parce que là, il voit une victime qui tombe dans son escarcelle, on va dire ça comme ça. La victime, même si dans cette réalité, dans cette société, on prend bien en compte la victime, n'empêche que ça lui a donné un rôle. Elle est allée le chercher inconsciemment, son bourreau. Je sais que ça va choquer les gens. Qui est-ce que ça choque là, quand je dis ça? Ouais. Bon, au moins, c'est normal, hein? Mais effectivement, que la victime, inconsciemment, elle va chercher son bourreau. Et on va s'alimenter comme ça, et le sauveur va chercher sa victime, et l'indifférent va fuir tout le monde, et tout le monde va lui courir après. Ça prend beaucoup d'énergie de courir après un indifférent. Hein. C'est fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. C'est épuisant. Voilà. Donc, je vous dis, hein, on peut mourir à 90 balais, on n'a exploré que ça. Hein. Sauf que, voilà, on a déjà vu que par le travail sur soi, par la conscience, eh bien, on arrive à un autre étage, qui est l'étage de la conscience. S'occuper de soi, etc., je vous l'ai dit. Et là, vous voyez, c'est plus des flèches, mais c'est une spirale. C'est une spirale de vie. Parce que là, après, on peut aller dans chacun de ces espaces-là, dès qu'une situation se présente à soi, on n'est plus dans la réaction, mais on va aller chercher la force de l'un, de l'autre. Et on va pouvoir enfin exprimer nos besoins. C'est ce que nous disait Gaston hier. Ça rejoint ce que disait Gaston, ça rejoint ce que disait Pascal hier. Et je me suis dit, je vais aller dans le même sens que, de toute façon, c'était prévu. On va aller vers les émotions. Comment peut-on gérer nos émotions sur cette terre d'expérience où on est balancé de plein d'émotions? Eh bien, en fait, là, on va rester témoin centré des événements. On ne va plus être dans ces flèches où on se fait du mal et où on s'épuise
Ça demande beaucoup d'énergie. Mais non, là, on va être témoin centré des événements. On va pouvoir faire appel aux différentes forces. Mais on a un petit peu de hauteur. Vous voyez le témoin centré ? Il y a des petits points, il se lévite au-dessus, un peu en lévitation, parce que il peut prendre de la hauteur. Il est plus enfermé, touché par toutes ces émotions que cette vie sur cette planète Terre nous apporte. Hein, on est d'accord. Vous êtes bien d'accord que la vie, elle est faite de plein d'événements quand même un peu particuliers. Qui est-ce qui est d'accord avec ça? Quelques-uns? Un peu plus là. Ah, d'accord. Je gagne des points, je gagne des points. Et là, après, l'autre étape, c'est la reconnexion. Là, vous ne le voyez pas, mais je vous le raconte. C'est l'état de sagesse, d'unité. Nous savons que nous sommes dans l'unité, nous sentons que nous sommes dans l'unité. La première fois que j'ai ressenti ça, vous allez rigoler parce que c'est pas en étant en état de méditation, devant une belle nature, etc. Pas du tout. Je vais vider ma poubelle et au retour de ma poubelle à ma maison, un état d'expansion, de connexion avec tout, ceux que je connais, ceux que je connais pas, c'était waouh. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que j'étais en train de faire là? De quoi je pensais? Et rien de particulier. Mais c'est venu me chercher là. C'est venu me chercher à d'autres moments, mais là, oui. Comme quoi, faut pas aller forcément méditer pendant 10 heures par jour, dans un ashram pendant 10 ans, hein. Pas du tout. Mais on peut le faire aussi, si ça appelle, on peut le faire. Pas de souci non plus, hein. Mais pour vous dire que bon, les petites cases où on enferme tout le monde tout le temps, c'est important de sortir des cases. Et ne vous inquiétez pas, je vais arriver au prana. Hein. Je vais y arriver. Mais j'avais à cœur de faire ce schéma, dérouler ce schéma de l'humain en évolution. Parce que c'est vraiment un voyage pour moi d'arriver sur Terre. Et c'est pas parce qu'on est arrivé là-haut qu'on y reste. Ça serait trop simple, hein. Il suffit d'un événement de vie, une séparation, une maladie, qu'est-ce qu'on peut faire encore, un chômage, un burn-out, et boum, on redescend en bas. Sauf que, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a déjà fait le voyage vers le haut, on sait que si on se retrouve en bas, on peut remonter, on peut faire appel à toutes les ressources. Alors bien sûr que ça demande toujours travailler sur soi, moi, je crois au travail de psychothérapie, de coaching, je crois à la gestion des émotions, quels que soient les outils, je crois à la méditation aussi, même si elle peut prendre des formes différentes. Il y a la méditation active, la méditation de pleine conscience, où au quotidien, je suis à la fois là et à la fois dans cet état d'expansion, de conscience, de regard un peu extérieur, de connexion avec la source d'où je viens, de ces autres états, ces autres espaces d'où je viens. Tout ça, ça remplit mon corps. Mais à l'époque, ça pouvait pas quand j'avais 37 ans et avant. Ça pouvait pas parce que mon corps et mon être étaient remplis de tous mes conflits intérieurs. Donc, il n'y avait pas de place pour tout ça. Et je dis tout ça parce que, pour moi en tout cas, arriver au prana, ça demande d'avoir fait un ménage avec ça. Sinon, il y a tellement de place pris par toutes ces blessures que cette légèreté, cette connexion à la lumière, cette connexion à la source, elle ne peut pas se faire. Et du coup, c'est beaucoup plus dur pour pouvoir avoir accès à cet état de lumière, de sagesse qui va permettre non pas de se priver de nourriture, mais de pouvoir changer de nourriture. C'est-à-dire mettre les doigts dans la prise de la lumière d'amour, de la lumière de la source. Et je vais regarder ce que je veux. Donc, faudrait-il pour nous nourrir de lumière? On peut poser la question. Que faudrait-il? Soyons encore dans les questions. Et c'est vrai que quand je pose cette question, ça me dit que se nourrir, ça nous ramène aussi à cette période orale, cette période où la mère, en même temps que la nourriture, elle transmet l'amour.
Donc, si cette période-là ne s'est pas bien passée, si je n'ai pas guéri ces périodes-là, ben je vais galérer, hein. Ça va être du dur. Hein. Je m'enlève ce qui me nourrissait et je suis en période de manque là. Donc vite, il faut que je me nourrisse, il faut que je mange, il faut que je... Comme la chenille, vous savez, la chenille fait. Et le papillon fait... C'est vraiment ça pour moi. L'image qui m'est venue à mon premier processus pranique, c'était ça. Puis là, vous voyez, il y a un petit truc qui vole là, c'est rigolo. Petite plume qui vole. Donc, toutes ces lourdeurs que j'ai à l'intérieur de moi, ben, retour à l'envoyeur avec conscience attachée. Je mets de la conscience sur ça. J'attache ma demande avec la conscience. Retour à l'envoyeur de tout ce dont je n'ai plus besoin. Et je peux ramener au point zéro de création, à la source originelle, tout ce dont je n'ai plus besoin. Et c'est comme ça qu'un jour, dans mon travail sur moi-même, eh bien, j'ai rencontré le livre de Jasmouine, le livre de Louis Montfort, et là, j'ai trouvé ça incroyable. Et j'ai vu qu'à la fin du livre, Jasmouine n'encourage pas du tout à faire ce processus. Et il dit que pour faire ce processus, il est important qu'au niveau émotionnel, nous soyons apaisés, qu'au niveau mental, notre mental soit aussi lumineux, qu'on ait des pensées lumineuses, des pensées hautes, qu'au niveau corps physique aussi, hein, physique, émotionnel, donc physique, eh bien, notre corps physique soit en bonne santé. Et qu'au niveau spirituel, on ait déjà eu des expériences de demander à cet être spirituel que nous sommes, ou à des figures spirituelles, ou à la source originelle, fait des demandes et qu'elles aient été exaucées. Et que dans cet état-là, nous pouvons avoir accès à cette nourriture si naturelle, la plus naturelle qui soit, qui est cette nourriture pranique, puisque dans l'air, il y a 85% de prana. 87 m'a dit une fois une personne qui connaissait bien le sujet. Donc, attention, il faut que je corrige. 87% de prana. Et que le prana peut être transformé en protéines par nos bactéries. Donc ça, c'est un truc de ouf quand même. Ça, on ne nous l'a pas dit à l'école. Mais bon, c'est ainsi. Et Jacques Antonin en parle très bien dans une de ses vidéos que vous pouvez voir. Et il parle aussi qu'on peut se nourrir de lumière. Et donc, j'avais lu ça, mais je me disais, j'ai lu ça comme si je lisais d'une histoire d'une extraterrestre. Et j'avais posé le livre. J'avais vu le film Lumière aussi, tout ça. Je trouvais ça intéressant. Vous savez comment on peut dire, oh, c'est intéressant, c'est là dans la tête. Puis un jour, je vois une personne qui propose un accompagnement. Et là, je me mets à pleurer. Puis je sens un appel comme ça. C'est comme si mon âme me disait, allez, on y va tout de suite, maintenant. Et là, j'ai senti que c'était un appel de l'âme. C'était pas un appel de mon mental. Parce que mon mental, il me racontait, non, c'est pas possible, c'est pas pour toi. De la même manière qu'il me disait, non, tu peux pas guérir. Dans le livre de Carl Simonton, Guérir envers et contre tout, il parle des malades exceptionnels. J'ai dit, bah non, j'ai refermé le livre, moi je suis pas un malade exceptionnel. Hein. Donc je referme, moi je peux pas faire ça. Puis un jour, j'ai dit, au bout de 3 jours, je tournais autour de la table. Je dis, bon, allez, je vais continuer. Puis il parlait de la sagesse intérieure que moi j'associais à Dieu. Dieu, j'en voulais pas, donc c'était un peu le mélange. Et donc j'ai réouvert. Et c'est vrai que on peut dire non à certaines choses, mais la vie, elle vient à chaque fois nous ramener vers ce qu'elle a envie de bon pour nous. Vous avez déjà expérimenté ça? De voir que vous faites un pas de côté, puis que finalement, ça revient de l'autre côté. Et bien voilà, la vie, elle est bonne pour nous. Elle a vraiment envie qu'il se passe des bonnes choses. Et donc, quand j'ai reçu cet appel de l'âme, j'y suis allée et j'ai fait mon premier processus. Et là, oulala, même si j'avais fait du jeûne, que j'avais déjà encadré des groupes dans mon travail, j'avais appelé ça jeûne, nature et conscience, avec marche, avec méditation, avec plein de choses, des soins, etc. J'avais déjà mis le mot conscience, donc j'avais déjà conscience que la conscience, elle était importante. Mais c'était du jeûne. Vous voyez la différence entre jeûne et processus pranique et prana? Qui ne voit pas la différence? Comme ça, je ne dirais pas.
Ok, donc je vais le dire. Le jeûne, on se prive de nourriture parce qu'on va, comment dire, apaiser, tranquilliser notre machine là, qui normalement doit fournir 6 litres de sucre par jour pour pouvoir digérer la nourriture qu'on va lui donner. Donc c'est quand même pas banal, hein, c'est du job quand même. Hein. On demande à notre usine intérieure de faire un sacré job. Donc là, hop, on se nourrit plus, on est en jeûne, on se prive de nourriture, on marche, on fait des tas de choses, on est content, on trouve tiens plein d'énergie, c'est génial. Mais si ça dure longtemps, on va mourir. Et le processus pranique, c'est différent parce qu'on va changer de nourriture. On va trouver les moyens de se nourrir autrement. Et c'est là où, lorsque l'on passe à cet état de se nourrir autrement, et comment on le voit, trois critères, on arrête de perdre du poids, le poids se stabilise, on dort moins, voire 2 fois moins, même si en ce moment, moi je le vois bien, la vie elle me couche, parce que je vois bien que c'est pour faire des mises à jour, comme quand on pose notre téléphone là pour faire des mises à jour, voilà, coucher, et ça permet de faire les mises à jour. Et le troisième critère, donc le premier, le poids est stable, on dort moins, et le troisième critère, voilà, l'énergie, et voire même plus d'énergie qu'avant, autant, voire plus. Donc si on est couché pendant le processus de 21 jours et qu'au bout de 21 jours, on est comme ça, pas la peine, il vaut mieux pas continuer. Ça veut dire qu'on n'a pas enclenché le processus de nourriture pranique. Est-ce que, voilà, tu vois la différence, la personne qui a levé la main? C'est non, pas trop? Ok, j'ai l'impression de vivre ça en jeûne. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas, et moi je le dis beaucoup aux gens maintenant, quand ils me disent je fais du jeûne et que je sais qu'ils sont en cheminement spirituel, qu'il y a une ouverture de conscience, je dis n'appelle plus ça du jeûne, appelle ça nourriture pranique. Mais comme dans cette réalité, dans cette société, on parle plus facilement du jeûne que de la nourriture pranique, j'ai même vu des gens que j'accompagnais pendant des processus praniques qui parfois en ont fait plusieurs et qui me disent « Ah ben là, je fais du jeûne ». Ben, je dis « Écoute, n'appelle plus ça du jeûne ». Parce que déjà à l'époque, moi je me suis rendu compte, mais après coup, que dans mes jeûnes, je faisais du prana, puisque quand je faisais mes randos là, avec le groupe, eh bien, je me nourrissais de la beauté, je me nourrissais des odeurs, je me nourrissais de ce que je voyais, je me nourrissais de ce qu'on fait en prana, en fait. On va aller chercher la nourriture autrement. Et qu'est-ce que c'est que cette nourriture? La beauté, comme je disais, j'aurais dit encore, je trouve que la beauté, c'est quelque chose de... Même si c'est, comme me dit Nami, oui, mais c'est subjectif. On s'en fiche, à partir du moment où tu trouves que c'est beau, ça peut être quelque chose qui n'est pas beau pour quelqu'un, mais ça élève l'âme, ça fait du bien. La musique, tout ce qui est subtil, l'art, tout ce qu'on peut faire avec le corps, tout ce qui va justement élever nos vibrations et qui va, ça fait ça quoi, ça fait de la joie, ça. Et là, oui, tout ça, ça va nourrir au niveau de notre corps, de mon corps, et j'ai expérimenté ça avec beaucoup de joie. Donc c'est se nourrir autrement. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre encore? Il y en a tellement que je voudrais vous dire que... Donc, ce processus de 21 jours qui s'appelait Nirara Samyama, qui a été mis au point par... mis au point, pas vraiment le terme, qui a été retrouvé parmi les écrits védiques il y a 5000 ans, qui a été retrouvé par Swamiji Nityananda, qui est un sage hindou, et qui l'a remis au goût du jour. Donc, j'ai fait ce processus et dès le premier jour, j'ai vu qu'il y avait une différence dans mon corps et dans ma manière de percevoir. Et vous pourrez voir sur ma chaîne YouTube Nelly Kill, j'ai fait 9 vidéos de ce premier processus. Et là, pendant ces 9 vidéos et pendant ce processus de 21 jours, j'ai vu ô combien ça n'avait rien à voir. Parce que je me trouvais bien plus en forme.
Certes, j'avais des coups de mou, certes, je devais me reposer, mais c'était pas du tout la même énergie. Et je le décris dans ces 9 vidéos-là. Au fil du temps, j'étais sous tente, à côté de Sisteron, dans un vieux village abandonné. Et donc, j'ai vu que c'était vraiment très, très différent. Et pour aller brancher mon téléphone et mon ordinateur, j'allais à une brasserie à Sisteron et je voyais donc les gens manger. Et alors, c'était étrange, je les regardais manger. J'avais l'impression d'être sur une autre planète et qu'ils étaient derrière une vitre. Je sentais les odeurs, je les voyais manger. Comme s'ils étaient extraterrestres. Je ne sais pas qui était extraterrestre, si c'était eux ou si c'était moi. On était des extraterrestres les uns pour les autres en tout cas. Et moi, je prenais ma petite boisson pétillante ou pas pétillante, je ne sais pas. Je demandais une rondelle de citron et j'étais en pleine joie. Voilà, donc ça me mettait dans cet état-là. Et bien sûr que je ramenais au point zéro de création, à la source originelle, tout ce qui remontait à l'intérieur de moi. Tout ce qui était issu de mes blessures qu'on a vues tout à l'heure, où je pouvais me sentir rejetée, où je pouvais me sentir abandonnée, où j'étais triste, ou en colère, ou jugeante vis-à-vis de moi. Tout ça, je ramenais au point zéro de création, à la source originelle. Et je n'avais pas d'attente surtout. Pas d'attente de résultat. Je ne m'étais pas dit, je vais rester pranique à vie, ou je m'arrête au bout de 21 jours. Non. C'était vraiment, je vis cette expérience. Je suis dans l'instant présent, pleinement dans cet instant présent. Et je vivais vraiment en pleine conscience, au lieu d'être dans ce mental qui pourrait m'empêcher d'être dans le cœur. C'était vraiment, je vis. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Ah oui, il se passe ça. Il se passe ça dans mon corps, comme le disait hier Gaston. C'est vraiment aller explorer. Ah oui, il se passe ça dans mon corps. Ah oui, il se passe ça dans mes émotions. Ah oui, il se passe ça dans mon mental qui me raconte blablabla. Bla, 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 bla. Voilà. Et tant que j'ai des pensées basses, de jugement, de critique, de, je ne sais pas moi, toutes les pensées qu'on peut avoir qui amènent des émotions basses, eh bien oui, ça va m'amener des vibrations basses et inversement. Donc c'est un gros job en fait. C'est un job à temps complet. Se nourrir de prana pour moi, mais c'est mon expérience, c'est un job à temps complet. Parce que ça demande à être dans la vigilance, dans la transformation, dans la conscience. Et waouh! C'était pas si simple que ça, mais c'était très jouissif. Et c'est là que j'ai pu me rendre compte que pourquoi je mange? Ah, je mange parce que j'ai l'habitude de manger à telle heure et à telle heure et à telle heure. Ah, mais est-ce que j'ai vraiment faim? Oui ou non. Mais c'est pas grave. Hein. Si ça fait non, je vais manger quand même parce que j'ai pris rendez-vous avec mes parents, mes amis, mes enfants, mes parents, etc. Bref. Ou parce que j'ai peur d'avoir faim plus tard. Ça, c'est la meilleure. Si je mange pas maintenant, ouais, après j'aurai faim et donc je vais manger maintenant. Vous voyez un peu le truc tordu là qu'on peut se raconter? Je vois que ça fait rire certains, donc je vois que j'étais pas la seule. Et je mange aussi pour combler mes manques de sommeil, mes manques de relations, mes manques d'amour pour moi. Ça a été dit là hier, ce matin, voilà, c'était l'amour. Zila aussi en a parlé. S'aimer soi, c'est hyper important. Tant qu'on est dans ces jeux de pouvoir qu'on voyait tout à l'heure, on ne s'aime pas. On est en réaction. Donc oui, comment je peux m'aimer, combler mes manques, aller marcher, et à chaque instant, ça peut être différent. Donc, qu'est-ce que ça demande? Ça demande de savoir poser des questions et surtout quoi? De savoir écouter les réponses. Qui est-ce qui sait entendre les réponses pour savoir ce que son corps a besoin? Qui sait faire ça? Ah, il y en a moins là. Ah, il y en a moins. Il y a des comme ça. Il y a des. Oh, je le dis pas. Eh ben oui. Eh ben ça, c'est super important. Parce que sinon, je vais croire à la méthode de Pierre. Ah, sauf que Paul, il dira, la mienne, c'est la meilleure. Et puis Jacques va dire, ah non, c'est la mienne, là, il faut manger comme ça, un repas là, mais pas là, les 16-8, les 14-2 et les je sais pas quoi, là, vous voyez, on se prend la tête. Mais mon corps, de quoi as-tu besoin, toi? De quoi as-tu besoin, mon corps? Est-ce que tu as besoin de ça?
Oh, je dois faire ça. Ah ben non, ça veut dire non. As-tu besoin de ça? Ah, ben oui. Ah ben tu veux ça? Ah ben j'aurais pas pensé là quand même, hein. Ah ben j'aurais pas pensé. Eh ben si, ben c'est ça. Ah ouais, d'accord. Donc ça veut dire que poser des questions à son corps, ça marche. Si c'est oui, ça va être léger, expansif, ou ça penche en avant ou en arrière selon... Voilà, il faut demander au corps un oui ou un non déjà pour démarrer. Et si c'est non, ça va être contraction, ou ça va être en arrière, ou ça va faire une douleur là, ou ça... Selon les personnes, ça va être très différent. Et ça peut être aussi, alors moi j'ai cette méthode-là, mais cette méthode kinésiologique aussi. Oui, c'est ferme, le corps est ferme, donc c'est du oui. Non, ça ne tient pas. Donc il ne faut pas trop serrer les doigts. Bon, normalement c'est ça, hein, mais moi j'aime pas ça, donc je fais ça, c'est pareil. Donc si je fais ça, vous faites une fermeture de doigts pas trop forte ni trop molle, pour que je m'appelle Nelly, ça tient. Je m'appelle Gertrude, ah, ça tient pas. Pour ceux qui ont expérimenté, vous voyez si ça fonctionne. Ça demande un petit peu d'entraînement parfois, hein, juste un peu d'entraînement. Et si à un moment donné, parce que ça peut arriver, parfois, c'est bizarre, ça me dit oui tout le temps, c'est ferme tout le temps. Alors du coup, je m'appelle Gertrude. Ah ouais, là, il y a un problème. Donc en kinésiologie, on apprend que là, quand on a switché, eh ben, on va aller juste sous les clavicules là, et on va aller toucher les petits creux. 1, 2, là. Et de nouveau, nos deux cerveaux se réalignent. Et du coup, je m'appelle Gertrude. Ah ben non, je m'appelle plus Gertrude. Donc, je peux reposer de nouveau mes questions par rapport à que veux-tu mon corps? Est-ce que tu veux faire du prana? Est-ce que tu veux reprendre la nourriture? Est-ce que tu veux manger ça ou ça ou ça ou ça? Et puis après, à force de faire ça, ça devient léger, intuitif. Certains vont être plus kinesthésiques, ça va être avec ça. D'autres, ça va être plus dans un ressenti, on va dire, comme si ça s'inscrivait dans le disque dur. Moi, ça me fait ça aussi. Je sais que je sais, mais je ne sais pas comment. D'autres, ça va être plus un ressenti corporel. D'autres, ça va être une image, ça va être une pensée. Expérimentez votre méthode, mais vous avez votre méthode pour pouvoir avoir les réponses et non pas les réponses de tel ou tel spécialiste, Pierre-Paul Jacques. D'accord? Donc, expérimentez, jouez avec ça. Notre corps, il aime qu'on joue. Ah, ça fait déjà 1h15. Oh là là, et vos questions, là, attends, il y a des choses que j'ai pas dites et qui se... Alors, guérir les blessures, il faut que je me fasse en accéléré, alors. Alors... Donc déjà, travail sur soi, je vous le dis, je vous le redis, je vous le tamponne. Rien ne peut se faire sans qu'on fasse un travail sur soi. Nous sommes des êtres d'expérience et pour moi, on a besoin de faire un travail sur soi. Sinon, on va toujours mettre à l'extérieur et ça va pas marcher. Mais alors, pas du tout. Et on va les manifester parce que ces méchants-là, ils nous font des misères. Bah, ça fait longtemps qu'on fait la guerre comme ça. Hein. Si ça avait fonctionné, ça se saurait. Hein. Donc, tant que je ne vais pas faire la paix à l'intérieur de moi, eh bien, je ne vais pas pouvoir créer la paix autour. Donc, ça demande un travail sur soi. Ça, je vous le dis, je vous le redis et je vous le redis. Voilà. Peut-être que je pourrais m'arrêter là, d'ailleurs. C'est dit oui. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit plus tôt, mais mon corps, parce que ici, je dis d'écouter les messages de mon corps, les messages de mon corps, c'était complètement bloqué là. J'ai eu envie de partir, j'aurais pu partir effectivement, mais je me disais, ma responsabilité c'est de partager ce que je ressens. Voilà, parce que peut-être je serais passée à autre chose, ou tu aurais peut-être un peu changé, parce que je trouvais que mon ressenti c'était que tu voulais dire ce que tu avais préparé, quoi. Et moi, j'aurais eu besoin de quelque chose de... Ok. Qu'est-ce que tu as besoin là maintenant?
Ok. Si j'ai noté des choses, c'est que j'avais vraiment beaucoup de choses à passer et que je voulais pas en oublier. Donc voilà, j'ai fait au mieux des possibilités. Donc pas de culpabilité, mais j'ai fait au mieux des possibilités du moment. Et donc on va passer aux questions. Je regarde s'il y a quelque chose que les bénéfices, on va passer dessus. Si vraiment il y a quelque chose que je voulais vous faire passer, voilà. Eh ben on va finir sur ça. C'est bon. Je crois que les autres choses, eh ben ce sera une autre fois. Et sinon, je voulais quand même vous dire avant les questions que vous avez toujours mon livre là, que vous avez la possibilité, si vous le voulez, je vais donner cette information, de venir au voyage au Maroc, au Sahara, où je vais créer une caravane qui s'appelle Oser, enfin une caravane de conscience, c'est Oser le chemin vers le cristal en soi. Donc après, si vous voulez venir en parler, je pourrais donner des détails. Je ne vais pas prendre de temps sur ça là, ici. Et donc, s'il y a des questions, ça sera avec plaisir. Moi, c'était pas une question. C'était juste Oui. pour remettre de la justesse ou de la valeur à la distinction entre le jeûne et l'état pranique. Oui, qu'est-ce que tu dirais? Sans avancer plus de vérité ou juste de remettre de la magie dans ce qu'est le jeûne. Et la manière dont tu l'as traité était peut-être un petit peu rapide, parce que tu as plein de choses effectivement à aborder, la manière de le balayer comme quelque chose comment dire, avec peu de valeur en tout cas par rapport à l'état pranique. Ça m'a juste touché à cet endroit-là. Donc c'était totalement la même question, c'était juste pour remettre de la magie puissante dans ce processus de jeûne qui juste met en lumière la magie de notre corps à se régénérer, à se détoxifier. Et juste que le jeûne est absolument magnifique aussi. Et l'état pranique, qui peut être une extension ou pas, est un autre état du coup. Donc plutôt que d'opposer les deux comme si... Est-ce que tu as déjà, excuse-moi de te couper, est-ce que tu as déjà pratiqué les deux? Il me semble que oui. Oui. Il me semble que oui. C'est pour ça que ça reste mon ressenti. Ok. C'était juste pour... ça a peut-être traversé Oui. d'autres personnes à ce moment-là en tout Oui. cas. J'ai pu sentir une vague à ce moment-là dans l'assemblée qui est mon ressenti personnel. Juste, voilà, c'était Oui. juste pour... Merci à toi. Sans mettre en question tout le reste du témoignage. Oui. Juste le jeûne est magique aussi. Il est magique, mais il est différent en ce sens que si on le fait vraiment, pour ma part, c'est-à-dire le jeûne hygiéniste, hein, j'ai fait avec Désiré Mérien, il n'y a pas du tout cet aspect spirituel que je trouve vraiment dans l'approche pranique. Pour moi, c'est la grande différence. Le jeûne hygiéniste, par exemple, c'est vraiment, on s'en tient vraiment uniquement au corps. Et encore, lui, il a commencé, les gens devaient rester allongés parce qu'il imaginait qu'ils allaient mourir s'ils bougeaient. Et après, son assistante, comment elle s'appelait, a fait le jeûne et randonnée. Donc, on pouvait randonner. Mais il n'y a pas du tout cette notion, ou alors si on le cherche soi-même, c'est différent, hein, mais il n'y a pas du tout cette notion d'aller chercher à se nourrir autrement. Et pour moi, la grande différence, c'est vraiment avec le prana, d'avoir cette conscience qu'on est nourri par cette énergie de vie qui est là, le prana qui est là tout autour, y compris à l'intérieur de soi. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Et parce que ça relie aussi à cette conscience spirituelle qu'on ne trouve pas normalement, sauf exception, dans les accompagnements de jeûne. Mais je pense maintenant et je vois maintenant que des personnes qui font du jeûne, qui effectivement, sans le savoir, font du prana parce qu'il y a cette conscience spirituelle et qu'ils se relient naturellement tout en faisant entre guillemets du jeûne, ils se relient naturellement au spirituel. Donc ça s'entremêle, on va dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, merci. Oui. Oui. Le lien avec les deux, c'est qu'effectivement, ce corps carbone qui est très dense, hein, qui est ce corps de 3e dimension, qui est très dense, très lourd, plus on monte en vibration, et bien plus on va vers cet état cristallin, christique. Et
c'est simplement le résultat de tout ce travail sur soi et de cette conscience qui monte et qui nous permet d'arriver à cet état cristallin, christique, et avec des vibrations beaucoup plus hautes. Et donc, nous sommes en train actuellement de passer de ce corps carbone à ce corps cristallin, christique. Merci de poser la question, comme ça me permet de rebondir sur ça. Parce que oui, c'est ça. Je voulais pas prendre de trop de temps, même si notre ami là m'a dit bon, tu peux dépasser, il n'y a pas de souci, après 1h30. Oui, une autre question alors. Ah oui, très bien. Après ces 21 jours, donc j'étais en super forme, j'ai continué et je suis allée en formation au Costa Rica. Et j'ai prévenu l'hôtesse de l'air que je n'ai pas dit que je faisais du prana, mais que voilà, je ne me nourrissais pas, ok. Je regarde un film qui m'amène des émotions, je regarde un deuxième film qui me fait carrément pleurer, là. Et puis on est à 1 heure avant d'atterrir, et là je sens une envie de manger du feu de Dieu. Je me dis, bon, à qui ça appartient? Non, ça ne m'appartient pas, ça appartient à ces personnes. Je sentais la peur de certaines personnes par rapport à l'atterrissage. Je sentais l'impatience, je sentais plein de choses qui se passaient autour. Ça ne m'appartenait pas, sauf qu'on était dans un avion, là, bien enfermé. Et j'ai une envie, mais je ne peux pas la contenir. Je vais voir l'hôtesse de l'air, je lui dis, je voudrais manger. J'ai fait une reprise avec pizza, pain et beurre. Pizza de l'avion. Et après, je suis arrivée dans un lieu 5 étoiles, magnifique, avec des grands buffets, des jus. Donc, j'ai continué, repris au jus. Mais j'étais en décalage horaire aussi, extrêmement important. J'avais pris 2 avions, un Bordeaux, un Paris. C'est pas pour me donner des excuses, hein, mais c'est pour bien montrer que cet état pranique, eh bien, ça demande de ce qui est un état particulier, quoi, de bien-être, de zénitude, et que dans certaines situations particulières, c'est plus difficile. Alors peut-être que pour certains, c'est possible. Hein. En tout cas, pour moi, c'était pas possible. Et maintenant, mon corps m'a demandé, et alors là, mon ego, il n'était pas content, hein, parce que j'étais bien contente de pouvoir vivre cet état, comme je n'ai pas dit, hein, mais je vous le dis là, de légèreté, de joie, dans mon corps, dans mon émotionnel, dans mon esprit, d'avoir accès à des espaces de conscience que je n'avais pas accès avant. Voilà, mais mon corps m'a dit de reprendre la nourriture solide. Donc, j'ai résisté un temps, et notamment parce que je faisais des accompagnements. Je me disais, mais attends, je ne suis pas légitime si je reprends la nourriture solide et que j'accompagne les gens dans le prana. Et en posant la question, ça m'a dit intérieurement, tu es légitime parce que tu l'as pratiqué. Tu as vu toutes ces étapes-là. Tu as, tu as pratiqué, tu as expérimenté, c'est OK. Tu vas pas forcément rester là parce que tu es monté en vibration haute et c'est important que je reste pas avec cette impression que je suis une extraterrestre ou que les autres sont des extraterrestres et que j'ai des regards derrière une vitre. Et puis, tu as expérimenté ça dans ton corps et le moment venu, s'il y a besoin, tu pourras, tes cellules savent, tu pourras y revenir. Ça m'a soulagée, contrariée, mais j'ai bien vu que mon corps demandait. Donc, j'ai repris la nourriture solide. Et je peux passer dans des étapes, comme je l'ai entendu ces 2 derniers jours, de nourriture solide et de liquide, puisque le processus Nirara Samyama, c'est avec des liquides. Voilà pour la réponse à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il semblait dire qu'il y avait une espèce de seuil pour se dire ok, je peux passer à la nourriture pranique au niveau du travail sur soi. Et est-ce que tu as des indicateurs particuliers qui pourraient dire maintenant je peux commencer? Eh bien, ce que disait Jasmine déjà, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire se sentir bien dans son corps physique,
voilà, se sentir, je dirais ne pas avoir de maladie. Bah, en même temps, c'est contradictoire parce que bon, j'ai vu dans mes accompagnements, pas pour moi, hein, mais pour d'autres des accompagnements que j'ai faits, qu'il y avait des améliorations de maladie. Donc, mais se sentir quand même suffisamment bien pour ne pas se sentir contraint, mal, si je ne me nourris pas de solide. Se sentir suffisamment bien aussi émotionnellement pour pas vivre des frustrations trop importantes, mentalement également et spirituellement, pouvoir savoir et pouvoir demander de l'aide à sa sagesse intérieure, à sa guidance intérieure, à sa lumière intérieure. Voilà, avoir exploré tous ces plans-là et savoir jouer avec tout ça. Donc après, bah, chacun est libre hein, de faire son chemin. Et je reviendrai toujours sur ça. Pose la question à ton corps. Mon corps, est-ce que c'est le moment de faire un processus pranique? Oui? Oui, il te dit non. Non, 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 non. C'est contracté, c'est douloureux. Voilà. Une autre question? Merci. Ah oui. Eh ben, j'ai eu une réponse pendant cet état-là, au début, sur la mastication. J'ai eu une image qui m'est venue, c'est que dans la mastication, vous voyez, il y a quelque chose de très yang, de très guerrier. On attrape avec les dents. On mord dans la vie. C'est quoi mordre dans la vie là, hein? Est-ce qu'on est là pour mordre dans la vie ou pour la vivre, notre vie? Donc, moi, j'ai vu la différence. Au liquide, il y a quelque chose de très léger, symboliquement, en tout cas. Après, pour le corps, au niveau de la digestion, bah, c'est complètement différent. Quand je disais tout à l'heure que pour digérer du solide, le corps demande 6 litres de sucre pour pouvoir digérer. Donc, si je prends des liquides, voire des liquides les plus liquides possibles, les plus légers possibles, ben, ça fait toute une différence. Mais je l'ai surtout senti, et je le sens surtout dans l'énergie. C'est une énergie yang ou une énergie plus yin. Il y a sans doute d'autres explications. S'il y en a qui en ont, dites-le, parce que il y a peut-être d'autres choses. Ça m'a pas été enseigné, ça. C'est une observation personnelle. Tu as parlé qu'on pouvait synthétiser des protéines à partir d'air et de lumière. Je sais plus ce que tu as. Où est-ce qu'on peut trouver cette source d'information précise? Alors moi, je l'ai entendu de la part de Jacques Antonin, qu'il détient d'autres choses. Il y a effectivement, mais c'était en anglais. Et comme je maîtrise pas bien l'anglais, je pourrais pas te dire le nom et hein, voilà. Oui. D'autres questions? Oui. Pour répondre sur la mastication, Oui. en fait, c'est avec l'arrivée du feu et l'érection de la colonne que avant l'être humain, il avait des mâchoires proéminentes en avant et que les gros maxillaires pour bien mâcher. Et avec le feu, il a mangé plus souple, enfin avec des aliments plus souples. Et donc, au fur et à mesure, sa mâchoire s'est reculée puisque vous l'utilisez moins et son cerveau s'agrandit. Peut-être que l'état pranique, je ne sais pas, hein, c'est l'évolution, ça peut être une évolution de l'humain vers plus de spiritualité et moins de devoir mâcher. Oui. Et, en tout cas, on voit ça dans l'évolution. C'est une possibilité, hein, c'est clair. Hein. Et c'est vrai que nous arrivons vers un androgyna. Avec ce travail sur soi, ça nous amène à équilibrer notre masculin, notre féminin. Donc, être dans la détermination, la puissance, la force, et en même temps la fluidité, donc du masculin, et en même temps la fluidité, l'amour, la légèreté du féminin. On voit bien les hommes maintenant s'ouvrent à ce féminin, les femmes sont aussi davantage dans leur yang, et voilà, j'avais eu cette information il y a une vingtaine d'années là, hein, qu'on allait vers cet androgyna. Alors par contre, ça n'a rien à voir avec ce qu'on veut nous faire là sur un autre plan là, hein, changer de sexe, etc. Nous pousser à changer de sexe. Pour moi, il y a ce qui se fait naturellement et puis ce qui se fait
de manière à être poussé à. Donc c'est quand même très différent. Mais quand c'est quelque chose qui vient de notre intérieur, ou lequel on est poussé vers naturellement, ben c'est l'évolution de notre être, tout naturellement. D'autres questions ? Ah oui, très bonne question. Très bonne question parce que on s'est rendu compte qu'un grand yogi qui était pranique depuis ses 13 ans, il y a une autopsie de fait lorsqu'il est décédé et ses organes à l'intérieur avaient l'état d'organes d'adolescents de 13 ans parce qu'il ne les avait pas utilisés. Donc quand un estomac, un intestin ne fonctionne pas, c'est pas qu'il va tomber, ou les dents qui vont tomber parce qu'on mais simplement qu'ils vont exister sur un autre plan. Il y a le plan matière, mais il y a le plan aussi lumière. Donc ça va être utilisé sur un autre plan. Et on voit bien que des maladies, j'espère qu'il n'y a personne de la Mivilude ici, hein, mais bon, tant pis, hein, on va le dire quand même. On voit bien, je vais donc donner des exemples, voilà, que j'ai vus moi-même, que des personnes m'ont témoigné que lors d'un processus même de 21 jours, qu'est-ce que c'est cette maladie où on a mal partout, là, Fibromialgie, non seulement elle ne prenait plus son traitement, parce que voilà, elle n'avait plus mal, et donc elle ne prenait plus son traitement. Elle a vu son médecin qui lui a dit « Je ne sais pas ce que vous faites, mais continuez ». Elle s'est bien gardée de lui dire ce qu'elle faisait. J'ai vu aussi une autre personne qui a enlevé ses lunettes alors qu'elle était myope. Ça a duré quelques heures, mais n'empêche que ça a eu lieu. Une autre personne que j'ai accompagnée qui était un peu dans l'embonpoint, thérapeute, et qui va voir pendant le processus, qui va voir un thérapeute qu'elle a l'habitude de voir, et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu as pris du muscle ? Tu fais du sport ?» Alors pas du tout, elle était dans son processus. Donc ça peut même, pour elle en tout cas, ça avait activé ses muscles. Parce que parfois j'entends dire « Ah oui, mais si on se prive de nourriture, je vais perdre mes muscles. » Mais n'oubliez pas que là, on ne se prive pas de nourriture, on se nourrit autrement. Donc, ça veut dire que toutes les fonctions, tous les besoins du corps sont fournis. Donc, au moment où on pourra pleinement se nourrir de nourriture pranique tout le temps, ben, on n'a plus besoin, je suis désolée, de Big Pharma. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage, hein. Moi je suis triste pour eux. Hein. Bah ouais, c'est dommage. Mais bon, chacun son rôle. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, tout ce que vous pouvez imaginer que, oh, mais oui, je vais avoir cette carence-là. On m'a dit, ah ouais, mais moi je continue les huiles essentielles parce que sinon, bah, est-ce que tu fais confiance à ton processus ? Si on vraiment fait confiance au processus, bah non, on n'a besoin de rien. Mais waouh, c'est vraiment un saut dans le vide, c'est un saut quantique. Ah oui, du coup, ça m'amène à ça. Avant le processus, je m'étais dit, mais là où on en est de notre société, de notre fonctionnement, on a besoin d'un saut quantique. Mais que faire ? Mais que faire ? Je vais te poser cette question. Que faire comme saut quantique, concrètement ? Et bien, c'est là où s'est présenté à moi cette proposition de faire ce processus pranique. C'est un véritable saut quantique. Si à un moment donné, on peut tous se nourrir de prana sur cette terre, voire plus de nourriture solide, plus de liquide, mais vous imaginez, la planète Terre en pleine forme, nous en pleine forme, magique. Une autre question ? Pardon ? Ouais, là, il faut avoir de la compassion quand même. Je peux répéter la question ? C'est pas une question. Non, c'est pas nécessaire là. Oui. Je veux te remercier pour comment tu as parlé du corps. Mon corps, je me ressenti touché. Il m'a dit oui, il y a un corps qui est écouté. Quand même. Et je sens que ça, c'est très important, ce que tu partages, parce que on cherche toujours dehors et on n'écoute pas la sagesse
qu'on a déjà maintenant dedans. On doit seulement apprendre à écouter la ligne du corps, comme tu dis. Oui. Et toutes ces choses avec la kinesthésie et tout ça. Oui. Je sens que ça, c'est la nouvelle ligne et le ressentir. C'est très important. Oui. Et après, on peut se relaxer et tout bien seul. Merci. C'est ça. Merci à toi. Et puis, tu en as parlé longuement hier. Donc, tu vois, ça s'entrecroise, ça se tricote, chacun avec nos mots. Et c'est vrai que le corps est vraiment notre temple. Et c'est pas étonnant si on nous demande de le délaisser, de demander à d'autres de s'en occuper, parce qu'il est magique. Donc, si on rentre à nouveau dans la conscience de notre corps, waouh, on relie la conscience, le corps, et c'est waouh. Merci. D'autres questions? Est-ce que le processus Nihara, vous l'avez vécu en Inde ou pas? Non. Je l'ai vécu ici. Je le transmets aussi. D'ailleurs, Swamiji Nityananda ne le propose pas dans son ashram. Il a ressorti des écrits, mais il ne le propose pas dans son ashram et il n'enseigne pas ça. Donc, c'était à nous de le chercher et de l'enseigner. Et moi, j'y ajoute effectivement ce travail sur les pensées, les émotions. Donc, capter nos pensées pour aller transformer nos émotions. Si je pense, par exemple, allez, tout simplement, je suis nulle et pas à la hauteur, ça va m'amener ici une émotion de tristesse, voire de peur d'être en contact avec moi-même et les autres. Et donc, si je prends conscience de cette pensée et je vois beaucoup de personnes qui ne savent pas faire la différence entre les pensées et les émotions, je ne sais pas si vous savez, mais je demande quelle est ta pensée, il me parle d'émotion ou de sensations dans le corps. C'est un doux mélange, hein, et c'est hyper important pour moi qu'on puisse capter la pensée, l'émotion, l'état, le ressenti physique, qui vont permettre de faire une action qui va avoir du sens pour moi, ou au contraire, une action qui va me mettre dans le mur. Donc, si je suis nulle et que j'ai ici de la peur, de la tristesse, du désarroi, mon système immunitaire, déjà, il va baisser. Et je vais poser des actes qui vont pas être qui vont pas m'aider. Et si je prends conscience de ça et que je peux dire « Ah, mais je suis quelqu'un de bien, je vois que j'ai déjà fait des choses intéressantes, peut-être des choses qui sont pas bonnes, mais aussi d'autres intéressantes. Je m'aime tel que je suis et je suis engagée à aller vers encore plus. » Là, ici, c'est du contentement. Ça bouge, ça vibre. Mon système immunitaire remonte et je vais pouvoir poser des actes qui vont aller dans le bon sens. Donc ça fait partie aussi de mon accompagnement. Et donc aussi, puisque ça remonte beaucoup d'émotions, le processus Nirara Samyama, comme tous les processus praniques d'ailleurs, d'aller guérir cet enfant intérieur, parce qu'il va y avoir des situations de vie qui vont remonter, comme des abus. J'ai eu plusieurs femmes qui ont eu des abus sexuels qui sont remontés. Eh bien, elles ont pris aussi conscience que l'abus le plus important pour elles, c'est ce qu'elles m'ont dit, c'était l'abus de nourriture, de remplir son corps comme une poubelle. Et là, on a pu travailler sur ça et sur l'abus sexuel. Donc, ça fait remonter des choses. Et à ce moment-là, en tant que psychothérapeute et coach, c'est vrai que je peux accompagner pour aller transformer ces situations-là pour que on puisse apaiser. Et si nécessaire, après, on prend des séances individuelles complémentaires, parce que ça ne se fait pas parfois d'un claquement de doigts, là, hein, bien évidemment. Hein. Quand ce sont des situations lourdes, comme par exemple un abus sexuel, ça peut demander un peu plus que des séances Nirara et des accompagnements. Oui. Oui, nous sommes, c'est plus un témoignage, nous sommes plusieurs ici à avoir pratiqué le processus Nirara. Avec Alice Brouillard, je voulais savoir si c'était avec elle que... Oui, c'était avec Alice. Oui, tout à fait. C'était avec Alice, il y a 3 ans maintenant. Un peu plus de 3 ans, puisque j'ai fait ça en août 2019,
Et c'est pendant ce processus que ça m'a dit, va sur les routes. Quitte ta maison, ton cabinet, va sur les routes. Ah non, 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 mais moi, non, je ne vais pas jouer la bohémienne, là. Non, non, non. Et 6 mois après, comme je le disais tout à l'heure, j'étais sur les routes, au gré du vent, au gré du van, et je m'en remets à la vie, et j'expérimente beaucoup le détachement. Pour moi, c'est vraiment un chemin spirituel, parce que j'expérimente le détachement, l'amour de soi, de moi-même, et des autres, et de pouvoir tisser des liens d'amour, mais sans savoir où je vais aller. Parfois, un quart d'heure avant, je ne sais pas où je vais aller. C'est vraiment écouter le vent, au gré du vent, au gré du van. Et c'est vraiment fantastique. Ok. Le processus... Une petite dernière alors, hein, parce qu'après, il faut qu'on clôt. Allez, la petite dernière. C'est particulier le processus Nirara Samyama. Par rapport à Jasmine, par exemple, elle proposait, elle demandait de commencer pendant 6, je crois que c'était 10, mais j'ai entendu 6 hier, alors je ne sais pas trop, 6 jours à sec. 7 jours. Voilà, 7, bon, voilà, qu'importe. À sec, et après que de l'eau, je crois. Hein. Là, Swamiji Nityananda dit qu'il est important de prendre des liquides pour qu'il n'y ait pas un feu au niveau de l'estomac. Donc, c'est plus léger. La transition, elle est plus légère. Donc, je vois des personnes, parfois, qui prennent des liquides qui sont un peu consistants. Je dis, vous pouvez utiliser, tant que ça passe par une paille, ça va. Il y en a une qui m'a dit, je suis obligée de tirer fort sur la paille. Donc, c'est pas très liquide. Hein. Mais plus on prend liquide, évidemment, plus on est dans cette légèreté. Hein. Sinon, effectivement, ça n'a pas d'importance non plus. Hein. C'est plus ou moins liquide, plus ou moins solide. Voilà. Chacun vit son expérience et tout est bien. Eh bien, merci beaucoup pour votre disponibilité, pour votre écoute, pour votre patience aussi. Et je vous souhaite une belle continuité. Et si vous le souhaitez, on peut aussi en reparler à part. Et si certains sont intéressés par le Sahara, pour la vie nomade au Sahara pendant 8 jours, eh bien, je peux aussi en parler. Merci.